Entrez, entrez. Bonjour à toutes et à tous. On a plein de choses à vous dire, donc on va commencer parce qu'on a déjà 1 minute de retard. Petite question, qui est plutôt dev dans la salle? Ok, puis plutôt ops? Ok, il y en a qui font les deux, du coup. Cool. Non mais on est de plus en plus amené à faire les deux, effectivement, ou à faire au moins un petit peu de l'un ou un petit peu de l'autre. Moi, je suis purement développeur. Et effectivement, quand j'ai vu l'avènement de Docker, Kubernetes à l'époque, c'était un petit peu la révolution d'après tout le monde. On allait changer la façon dont on fait de l'architecture, on déploie des choses, et tout allait devenir super simple et faisable en un clic. Je ne sais plus c'était il y a combien d'années, mais on est là plusieurs années après, et c'est pas beaucoup plus simple. Je vois encore plein de gens qui passent énormément de temps à configurer du cube, à passer du temps dans les fichiers de conf, des Dockerfiles, des fichiers de conf de Kubernetes. Donc c'est pas encore tout à fait ça, mais ça s'améliore, il y a toujours des nouveaux outils qui arrivent, et on va vous en présenter un aujourd'hui. Petit rappel, qu'est-ce que c'est que Kubernetes? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, donc c'est un outil open source d'orchestration qui permet de déployer, de manager, de scaler vos applications containerisées. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec la définition, c'est une IA qui me l'a donnée, donc vous allez vous plaindre. Avant qu'on aille dans le détail de l'outil dont on va vous présenter, on va vous parler un petit peu de très rapidement en 2 minutes. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans Kubernetes? Aujourd'hui, on peut déjà faire de l'autoscaling dans Kubernetes. On peut faire l'autoscaling horizontal. Donc ça, c'est built-in dans Kubernetes. L'idée, c'est Kubernetes. Donc vous avez des nodes, un autoscaling horizontal. C'est un type d'autoscaling qui va prendre des métriques de type CPU, mémoire, ou même des métriques que vous avez vous-même défini, et qui va vous dire, voilà, dès que j'ai deux workloads qui arrivent, je vais spawner des pods dans un node. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien, c'est un peu le concept de base de Kubernetes. Et puis, on a aussi l'autoscaling vertical, alors là, qui n'est pas par défaut dans Kubernetes, il faut l'installer sur votre cluster. Mais là, l'idée, c'est de dire, voilà, plutôt que de rajouter des pods, on va juste mettre des pods plus gros, et puis donc, vous avez des pods qui arrivent du workload, on remplit des nodes, et tout se passe bien jusqu'à ce qu'on ait des pods qui arrivent et qu'on ait des nodes qui soient pleins. C'est là où on commence à arriver dans des problématiques effectivement de scaling. Et c'est là qu'interviennent les autoscalers. Il y en a qui utilisent des autoscalers déjà? Il y en a qui utilisent Carpenter? Ok, cool. Carpenter qui est du coup un autoscaler. Et l'idée, c'est d'ajuster du coup le nombre de nodes et les types de nodes en fonction des workloads. Donc l'idée, c'est on va créer ce qu'on appelle des AEG, donc des autoscaling groups. Et on va dire, bah voilà, ce node-là, il est plein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un node dans cet AEG, et puis hop, on va mettre les pods dedans. Bon, là, on se retrouve avec un autre type de problème. On va se dire, bah, c'est cool, mais là, j'ai un node qui est quand même vachement surdimensionné pour mon pod. Ça utilise des ressources, ça coûte de l'argent. C'est pas super optimisé. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va faire, on va faire autre chose. C'est qu'on va créer un autre ASG avec des nodes qui sont plus petits. Puis plutôt que de mettre mon pod dans l'autre ASG qui est dans un node trop grand, je vais le mettre là, à la place de l'autre. Bon, là, on se retrouve dans un autre type de problème qui est, bon, si à chaque fois qu'on fait ça, on crée un ASG avec un node dedans, enfin, ça devient un sacré bazar à gérer. Et du coup, je vous parle de coûts. On va parler pas mal de coûts aujourd'hui, parce qu'on va regarder comment on peut optimiser les coûts du coup grâce à ça. Il y a le dernier survey FinOps CNCF 2023 qui dit que 49% des gens ont constaté des augmentations de coûts à cause de Kubernetes et seulement 24% qui ont baissé leurs coûts grâce à Kubernetes. Ce qui est quand même mieux que le survey 2021 où on était sur du 68 et du 21. Donc il y a quand même une amélioration. Mais il y a quand même cette problématique toujours. C'est un peu le trade-off avec Kubernetes. C'est que je suis plutôt optimiste et j'essaie de lower les coûts, ou alors est-ce que je suis plutôt safe et ça me coûte cher, mais j'ai des grosses architectures. Et donc on va parler de Carpenter, donc un autoscaler, et comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes grâce à Carpenter. Donc moi j'appelle Olivier, bonjour à tous et à toutes. Je suis développeur avocat chez AWS et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec ma collègue. Norma Siri, bonjour à tous, Solution Architect Manager chez AWS. Super. Et donc, Carpenter, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un autoscaler qui est open source, qui a été développé par AWS, qui a été donné. Donc, maintenant, c'est un projet CNCF. Donc, c'est très bien intégré avec AWS, mais ça marche aussi sur d'autres cloud providers, pas tous. Si jamais le vôtre, il ne le gère pas, n'hésitez pas à aller vous plaindre. Mais voilà, c'est un projet CNCF aujourd'hui qui est open source. Et comment ça marche Carpenter? L'idée, c'est de se dire,
tout ce qu'on a parlé avant, on va l'automatiser. Vous avez des nodes avec des pods qui peuvent avoir des tailles différentes dedans. On va pouvoir créer des nodes, on va pouvoir créer des nodes avec des pods de tailles différentes. On va même pouvoir faire de la consolidation. On va voir que ça fait pas mal de choses. Je ne vais pas aller dans les détails maintenant parce qu'on va faire de la démo. C'est quand même plus sympa la démo. Et on va expliquer comment ça marche. Mais l'idée, c'est toutes les problématiques qu'on a énoncées avant, on va voir comment est-ce qu'on peut les résoudre avec Carpenter. Encore une fois, on va parler de coûts, parce que c'est un bon moyen d'optimiser les coûts. Pour optimiser les coûts, on a identifié 3 manières de faire, qu'on verra comment Carpenter peut nous aider. La première, c'est la consolidation de workload. On a vu qu'avoir des nœuds qui sont surdimensionnés, c'est pas forcément ouf. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut consolider ça pour avoir moins de nœuds qui sont mieux utilisés. Il y a comment choisir les bons hardware. On a plusieurs types d'architectures qui existent, que ce soit du 86, de l'ARM, etc. On va voir comment Carpenter peut faire les choix à notre place en fonction des coûts pour choisir le bon hardware. Et puis comment choisir les bons types d'instances. On verra aussi qu'il y a différents types d'instances quand vous faites du cloud et comment Carpenter peut aussi aller choisir les bons types d'instances en plus en fonction du hardware pour optimiser les coûts. Cool? Démo? Ouais, démo. OK, petite démo. Tac, tac, tac. Je suis là. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez plusieurs choses. J'ai un cluster Kubernetes qui est là, où j'ai 2 nodes dessus. À droite, en bas à droite, vous allez voir, c'est les logs qui arrivent sur mon cluster. Et puis, on va voir petit à petit, on va rajouter du workload, on va voir comment après, avec Carpenter, on peut optimiser ça. Première chose qu'on va faire, ça c'est gros, cool. Première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, on a un nouveau type comment ça s'appelle ? De custom resources, oui. De custom resources sur Carpenter qui sont des node pools. Et l'idée d'une node pool, en fait, c'est un ensemble de caractéristiques pour vos nœuds qui ont des comportements similaires. Donc, ça veut dire à Carpenter comment il va provisionner vos nœuds et comment votre cluster Kubernetes va marcher. Et on associe en général un node pool. Donc, un node pool, il a plusieurs choses. On va voir, il a des règles de consolidation, il va avoir des limites en termes de mémoire, de CPU, etc. Il va avoir des requirements, on verra donc sur les machines, sur les types d'instances, etc. Et puis, il est associé à un objet. Alors là, c'est un EC2 node class, parce que c'est un type pour AWS, mais en fonction du cloud provider, vous allez avoir d'autres types de node class, dans laquelle on va spécifier, on verra un peu plus tard, là c'est un très simple, mais comme par exemple le type d'image qu'on veut mettre sur les instances qui sont instanciées avec notre node pool. Donc ce que je vais faire, c'est que, tac, je vais apply mon node pool. Donc là, il ne va rien se passer, je vais juste... Je vais juste du coup faire un kubectl apply sur mon node pool. Donc là, rien de bien spécial. Mais là, j'ai mon node pool du coup qui est instancié avec mon Carpenter, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais simuler du workload. Donc j'ai un petit... tac. Hop, je le lance maintenant et je vous montre. J'ai un petit fichier là. Donc l'idée, c'est que je demande à créer 3 réplicas. Donc là, c'est un fichier assez basique Kubernetes. J'ai demandé à créer 3 réplicas. Je leur mets un CPU mémoire, donc ce n'est pas des grosses machines. Et je vais demander une répartition topologique distribuée, donc sur différentes zones. Et puis là, donc, si je retourne, vous allez voir que j'ai 3 nœuds qui ont été créés. Donc on va voir le prix qui augmente. Regardez le prix, parce que l'idée c'est on va voir le prix qui augmente, parce que là je monte mon architecture, et après on va voir comment est-ce qu'on réduit ce prix-là. Et on fait la quête à la fin pour la différence. Donc voilà, là j'ai mes nœuds qui se montent, on voit que j'ai des nœuds, donc c'est des machines AMD64, c'est des petites machines, donc des T3A Small, c'est un type de machine qu'on a sur AWS, qui sont bien réparties sur différentes zones, on a du 2D, du 2A, du 2C, donc voilà, tout ce qu'on a défini dans le node pool, on le retrouve là. Puis donc vous avez les logs en bas à droite, on verra après quand on fait de la consolidation, etc. Et puis même si vous avez si je veux scaler encore plus, je peux demander à avoir cette node. Donc là, ça va scaler, encore une fois. Même chose, je vais avoir une distribution sur différentes zones. C'est toujours des machines on-demand sur AMD64 parce que c'est ce que j'ai à ce moment-là dans mon node pool. Et puis si jamais vous avez du gros workload, là c'est un gros workload qui est... tac, il est où? Là, je demande juste un seul réplica, mais voilà, j'ai une machine avec 16 cœurs et puis 128 de gigas. Donc là, ça va faire augmenter le prix d'un seul coup. Je suis à $1 638 par mois. Et donc là, j'ai une grosse machine, donc un 8X Arch qui a été lancé. Vous voyez le prix de chaque machine. Donc un T3A, c'est du 0,0188. Vous allez voir après, en fonction des machines qu'on choisit, que
que le prix change aussi. Donc voilà, là j'ai un cluster finalement avec mon node pool dessus, j'ai pas mal de workload, j'ai une grosse machine, j'ai des petites machines qui sont lancées, ou qui sont petit à petit, voilà. 1138 $, on est pour l'instant pas mal. Donc voilà, on part de ce prix-là, et maintenant on va voir comment avec Carpenter, je vais pouvoir optimiser ça. J'ai 9 nodes à 1138 $ par mois, et la première chose qu'on va faire, on a parlé de consolidation. Quand on retourne dans mon node pool ici, j'ai des règles de consolidation en haut. Pour l'instant, la règle de consolidation, c'est juste quand j'ai un nœud qui est vide, tu le vires. Ce qui me paraît assez logique pour l'instant, de faire ça sur l'utilisation des ressources. Je ne sais pas si on attend encore 5 secondes. Voilà, on a un deuxième, vous voyez que j'ai ma... Hop, c'est assez rapide, vous voyez qu'elle passe en coordonne le node. Après, il est delete, et puis on a les pods qui passent ailleurs. Donc là, je suis sur cette node maintenant, je suis passé 1610 $. Donc voilà, on peut faire ça déjà, c'est la consolidation de ressources. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est optimiser en fonction du hardware. Si jamais je retourne dans mon node pool, sur le hardware là, vous voyez que j'ai du AMD 64, donc je suis sur l'architecture x86, mais je vais pouvoir dire, je vais utiliser aussi de l'ARM64 quand c'est moins cher, ou si c'est moins cher. Hop, là, je vais apply encore une fois mon node pool. Ça va prendre encore quelques secondes, donc en attendant, je fais de la petite pub. Sur AWS, nous, les architectures ARM64, c'est des architectures Graviton. Graviton, c'est des puces qui sont développées chez nous. On a la 4e génération aujourd'hui. Et l'idée, c'est des puces qui sont basées sur de l'ARM64. Donc faites attention aussi, vous avez des applications qui tournent, il faut qu'elles puissent tourner sur de l'ARM64. Les applications x86, voilà, il faut penser à ça. Et l'idée, c'est que si vous faites de la... Il y en a qui font de l'AWS? Ok, cool. Ce qui fait de l'AWS, c'est elles sont plus puissantes, elles sont moins chères et puis elles consomment 100% moins d'électricité qu'une architecture EC2 équivalente. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous en avez pour tous les cas, tous les types d'usages. La TKG, vous allez voir celle qui va être lancée là, en général. Après, ça dépend de Carpenter, mais en général, c'est ça. En fonction de ce que vous faites du compute, vous faites de l'optimisation pour de la mémoire, pour du storage. Vous avez des instances de Graviton qui existent. En attendant, il y a dû se passer des choses. Vous voyez que j'ai un autre type d'événement qui est lancé là. Donc j'ai un disruption via Constellation Replace. Donc je termine un node qui était un T3A small et je le remplace par un T4G small. Dans un T3A small, j'en ai encore un là. Vous voyez, c'était une instance à 0,0188 $. Là, je passe sur du T4G small, c'est à 0,00168 $. Donc là, on a une optimisation du coût parce qu'on passe sur de la RM64. Et puis, de la même manière, vous avez vu que là, donc hop, là, j'en ai une instance sur RM64. Au fur et à mesure, il va consolider, il va faire balayer des 64. Si j'ai des RM64 qui sont moins chères et qui sont assez puissantes, je vais les basculer dessus. Et puis, vous avez les événements qui arrivent là, les uns après les autres. Hein. Encore une fois, je ne vais pas attendre qu'ils se fassent tous, mais ils vont tous se faire. On est passé sous les 1600 $ déjà. Donc, ça continue à baisser. C'est cool. Pardon. On attend qu'il y en ait qui se fasse? Non. Non. Un autre type d'optimisation qu'on peut faire, c'est le type d'instance. Quand on fait du cloud, vous avez différents types d'instances qui existent. Je vous montre à quoi ça ressemble dans le fichier. Ah, il y en a un autre qui arrive. Hop, vous voyez. Là, j'ai une AMD64 qui est Carbone et j'ai une RM64 qui est en train de se lancer là et qui va la remplacer. Puis pareil, c'est distribué sur les zones géographiques. Je retourne dans mon node pool. De la même manière que j'ai fait pour l'architecture ici, dans le type d'instance, je vais dire, écoute, plutôt que des instances on-demand, si tu peux, je veux utiliser des instances spot. Et je vous dis dans 2 secondes ce que c'est que des instances spot. C'est juste que, comme ça, je le lance. Et ça se passe pendant qu'on parle. Les instances spot, et 9h50. Les instances spot, qu'est-ce que c'est? C'est des types d'instances sur AWS, et vous avez ça, je crois, sur plusieurs cloud providers. L'idée, c'est que c'est exactement les mêmes instances que les instances on-demand. L'instance on-demand, c'est vous dites, je veux une machine comme ça, donnez-la moi. On fait, elle est à toi. Tant que tu ne nous la rends pas, tu la gardes. Les instances spot, c'est vous avez toutes les machines que vous avez dans les instances on-demand. La seule chose, c'est que c'est les instances qui sont dans un gros pas du tout. Les instances qui sont dans des machines qui sont dans un gros pool d'instances qui ne sont pas utilisées aujourd'hui par des clients. Et du coup, plutôt qu'elles ne soient pas utilisées, on vous les met à disposition. Et on vous les met à disposition avec des prix vachement réduits, qui peuvent jusqu'à 90% de réduction. Les prix sont calculés à long terme en fonction des demandes on-demand qu'on a des clients. La seule chose, parce que bon, c'est pas la fête non plus, c'est que si on a des clients qui demandent des machines on-demand, on se donne le droit de vous les reprendre. Ça coûte pas cher, mais du coup on dit là, on a de la demande, du coup les machines spot, on va vous les reprendre. Alors ça se passe pas exactement, enfin c'est pas non plus on vous les prend et ciao, c'est qu'on vous envoie un signal, on vous dit attention dans 2 minutes, on reprend la machine. Après on vous envoie un SIG terme, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Par défaut Carpenter, au bout de 30 secondes,
il va la tuer de toute façon, et puis il va transférer les pods, on verra. Vous pouvez aussi demander à étendre cette période-là si vous voulez finir un travail dessus. Après, c'est vous qui gérez niveau logiciel comment vous voulez faire, mais dans tous les cas, au bout de 2 minutes, on vous prend la machine. Si je retourne là, vous voyez, j'en ai déjà un. Donc j'ai un disruption vers replacement concession replace. Donc là, j'ai une machine qui était en on demand, voilà, et donc je la remplace par une machine spot. Et pareil, une machine spot, là on est sur du 0,0123 $. Et les instances spot, donc ça dépend de ce qui est disponible, donc et des prix. Donc des fois, il va arbitrer, il va dire une instance spot AMD, finalement, elle va coûter moins cher ou elle est plus dispo qu'une instance spot ARM. Ou des fois, il va dire non, finalement, l'ARM elle coûte moins cher que les spots AMD que j'ai en ce moment. Donc il va vraiment arbitrer à chaque fois. Donc il ne va pas tout transformer en ARM et tout en spot à chaque fois, mais il arbitre. Et on a du coup là, on a déjà 2 instances spot, vous voyez, hop, qui sont du T2. Donc d'ailleurs, qui sont de l'AMD là, qui ne sont même pas d'ARM, vous voyez. Donc ça arrive. Et qui vont être consolidés petit à petit. On va voir au fur et à mesure le prix qui va baisser. On verra à la fin de la conf, le temps qu'il est tout fini. Les instances spot, comment ça marche? On va faire un petit test. J'ai un petit outil. Comment il s'appelle? EC2 spot, tac. Pour simuler l'interruption d'une instance spot. Donc là, j'ai mes 2 instances. Là, je vais simuler en fait ce qui se passe quand nous, on a un client qui demande une machine on demand et qu'on en a besoin et qu'on vous envoie un signal. Donc là, je vais dire, hop, t'envoies un signal dans 15 secondes à cette instance spot-là que j'ai sélectionnée. Et on va voir ce qui se passe. Donc j'ai mon Carpenter qui va... Là, j'ai rien configuré. Donc par défaut, il va attendre 30 secondes. Enfin, il va bouger les pods, attendre 30 secondes. Et après, il va la rendre. Parce que dans tous les cas, au bout de 2 minutes, on vous la prend. Ça prend quelques secondes. Surtout que j'ai mis 15 secondes pour envoyer le message. Et après, il attend 30 secondes. Alors, hop, la notification a été envoyée. Et donc là, j'ai un autre type d'événement qui va être envoyé. Ça va sinon? C'est long, c'est du cloud. OK, tac, 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 tac. Puis en plus, j'ai les autres consolidations qui se font en même temps, donc il faut que je filtre à la main, enfin, avec les yeux. Voilà, vous voyez, j'ai un initiate delete from interaction message. Donc là, j'ai mon message qui a été caché. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la même chose quand il fait la consolidation, c'est qu'il va transférer les pods sur soit un autre type d'instance pod, s'il y en avait d'autres qui étaient disponibles, soit une instance on-demand en fonction de ce qu'il y a de dispo. On a mis $525. On va encore baisser. Dès qu'il y a la grosse machine qui va passer sur du spot, de la RM, etc., dans tous les cas, ça va coûter beaucoup moins cher. OK, on reviendra à la fin sur la démo pour voir combien ça nous coûte. Merci Olivier. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Alors, dans la deuxième partie de la présentation, moi, je vais vous parler de la configuration de Carpenter un peu plus en détail. Donc, vous en avez vu déjà une grosse partie avec la démo de Olivier. Mais on va revenir du coup sur ces notions qu'il a mentionnées, qui sont les node pool et le node class, qui sont au final les 2 seuls custom resources qui permettent de configurer Carpenter. On va commencer par le node pool. Donc, qu'est-ce qu'un node pool? Un node pool, c'est tout simplement la ressource qui va nous permettre en fait de restreindre, mettre des contraintes à Carpenter au niveau des choix des instances. Donc, avec des attributs, on va venir dire ce qu'on veut exactement en fonction des workloads qu'on va venir faire tourner sur Kubernetes. Il existe donc de nombreux attributs. La plupart, on les a déjà vus, mais on va regarder donc ensemble comment ils s'écrivent bien précisément. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir tout sur l'écran d'Olivier. Donc, premier attribut, c'est tout simplement les instances de famille, les familles d'instances, pardon. Donc, on va pouvoir préciser quel type de famille on veut exactement. Donc, ici, dans l'exemple, vous pouvez voir qu'on a des C5, des M5 et des R5. Et on peut également dire, en fait, ce qu'on ne veut pas comme type d'instance, et notamment en type de taille. Donc, on va dire ici que je ne veux pas d'instance de type nano, micro ou small. Deuxième attribut, c'est la topologie. La topologie, c'est dire où est-ce que exactement je veux déployer en fait mes instances. Donc, en l'occurrence, si vous avez une application que vous voulez hautement disponible, c'est intéressant de les déployer sur plusieurs zones, à minima 2 zones différentes. Et donc, c'est ce qu'on va venir préciser ici. On va dire, moi, je veux un nœud en 2A et un nœud en 2B.
Ce que vous pouvez voir en bas, c'est la limite qu'on va mettre au niveau du node pool, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura atteint les 100 vCPU déployés avec ce node pool, eh bien on va arrêter. Toujours dans les attributs, donc l'architecture de type x86 ou ARM64, donc vous pouvez le voir également à droite, on peut décider en fonction de vos besoins. Et finalement, on a le type d'instance, donc spot ou on-demand, donc à la demande. Ce qui est important de garder en tête, c'est quelles que soient les contraintes, quels que soient les attributs que vous allez donner à votre node pool, Carpenter, quand il les prendra en considération, il va toujours réfléchir en cost optimisation, faire de l'économie de coût au maximum. Ce qui est top vraiment avec Carpenter, c'est qu'il s'intègre avec les outils de Kubernetes. Bon, vous me direz que c'est normalement logique, mais c'est quand même un gros plus, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est capable en fait de rattacher les attributs qu'on peut trouver et les outils qu'on peut trouver au niveau de vos configurations d'applications au niveau de Carpenter. Donc, vous utilisez, pour ceux qui connaissent Kubernetes, vous avez déjà très probablement utilisé au niveau de la définition de vos applications des node selectors, des node affinity, des teintes et tolérations, des topologies spread. Et ce sont donc des outils que vous pouvez réutiliser avec Carpenter. Ce qu'il faut garder en tête, et ça paraît peut-être logique, mais je préfère le préciser, c'est que c'est important qu'au moment où vous configuriez vos applications, eh bien, ça n'aille pas à l'encontre de la configuration et des attributs que vous mettez au niveau de vos node pool. Un exemple, vous avez une application que vous avez besoin de déployer en AMD64 et au niveau de votre node pool, eh bien, vous ne mettez pas d'instance de type AMD64, eh bien, tout simplement, ça ne va pas fonctionner. Donc, illustration de cette intégration entre Carpenter et Kubernetes. Donc, à gauche, j'ai mon node pool dans lequel je viens spécifier le capacity type dont j'ai besoin, donc de type spot par exemple, et également l'architecture, donc ici d'AMD 64. Et ce que va faire Carpenter, tout simplement, c'est qu'il va prendre ces deux labels et il va venir les traduire au niveau de votre configuration d'application. Et donc, il va venir utiliser les outils de Kubernetes, à savoir le node affinity et le node selector, pour préciser tout simplement que nous, on veut faire tourner notre application sur des instances de type spot. Donc, juste des exemples de labels. On en a parlé, je vous ai parlé de beaucoup de labels, Olivier vous en a montré d'autres. Ici, vous avez une liste non exhaustive de tous les labels, des labels qu'on a, et vraiment, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Toujours dans les node pools et donc dans les annotations labels et teintes, ça vous arrive peut-être parfois de configurer vos propres annotations, vos propres labels, tout simplement parce que, par exemple, vous avez deux applications différentes et vous avez des besoins en termes de hardware et de ressources qui sont complètement différentes sur les deux applications. Et donc, vous ne voulez pas que l'équipe A utilise les ressources de l'équipe B pour son application. Et donc, vous allez venir définir un label comme celui que vous pouvez voir du coup à gauche, qui est le label de Team A. Et de la même manière, eh bien, on va venir utiliser donc cette fois-ci le node selector pour mettre ce même label au niveau de votre application. Aujourd'hui, on voit du coup 3 stratégies différentes utilisées par nos clients lorsqu'ils utilisent les node pools. Donc la première, assez simple, qui est de dire en fait, je ne vais pas trop me compliquer la vie, je vais créer un node pool qui sera assez large et assez flexible et il sera valable pour toutes mes applications. Et en fait, les configurations et les attributs et les contraintes, je vais plutôt venir les spécifier au niveau de la configuration de mes applications. Deuxième stratégie, c'est celle qu'on vous a montrée un peu avec Olivier et dont je parle depuis le début, c'est de dire pour chaque application, chaque besoin, et donc on va créer un node pool pour chaque application qui est bien spécifique aux besoins. Troisième et dernière stratégie dont je n'ai pas parlé et qui est au final la plus avancée, c'est une stratégie de poids.
Cette stratégie, on la voit pas mal, surtout quand nos clients possèdent des réserves d'instance ou des savings plans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas AWS, réserve d'instance et savings plans, tout simplement, c'est un engagement de consommation de ressources sur AWS sur 1 ou 3 ans. Et en fait, vous bénéficiez de tarifs réduits si vous utilisez des réserves d'instance ou des savings plans. Et du coup, tout simplement, ce serait dommage de ne pas utiliser vos RI ou vos savings plans lorsque vous faites tourner vos applications. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser cette stratégie de poids. Donc, pour illustrer cette stratégie, comment est-ce que ça fonctionne? On a ici sur l'exemple 2 node pools. Le premier a un poids de 60, le deuxième a un poids de 40. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carpenter va prendre en considération la stratégie qui a le poids le plus important. Donc, il va d'abord regarder la stratégie de gauche. Et la stratégie de gauche, le node pool est beaucoup plus détaillé ici. On a beaucoup plus de contraintes avec des attributs sur la catégorie d'instance, le CPU, 16 ou 32 et Nitro. Et enfin, tout en bas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des limites. C'est-à-dire, ce qu'on va dire, c'est que une fois que le node pool aura été utilisé pour déployer 1000 vCPU ou 1 Tera de mémoire, eh bien, on va arrêter d'utiliser le node pool de gauche. Et à ce moment-là, en fait, on va passer sur le node pool de droite. On pourra dire que du coup, à ce moment-là, on a utilisé tous les RI et tous les savings plans avec le node pool de gauche. Et donc, on peut se permettre d'utiliser des instances qui appartiennent à d'autres classes, d'autres familles. Et donc, on met beaucoup moins de contraintes. On reste ici sur un vCPU de 16 ou de 32. Donc, je vous ai parlé des node pools. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail à quoi sert un node class. Les node class, en fait, ça vient après les node pools parce que node pool, dans la première partie, on s'est posé la question de quelle est l'infrastructure, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour faire tourner mon application. Et après, une fois qu'on a choisi nos instances, on va se dire, OK, comment est-ce que je configure mon instance? Comment est-ce que je fais en sorte de lui passer toutes les données dont elle a besoin pour qu'elle fonctionne? Et c'est à ce moment-là que le node class va intervenir. Donc, le node class, qu'est-ce qu'il va vous permettre de spécifier? Il va vous permettre de spécifier tout simplement les sous-réseaux dans lesquels vous voulez faire tourner vos instances. On va aussi spécifier, par exemple, ce qu'on appelle les security groups chez AWS. Donc, c'est les firewalls, les règles de firewall. On va venir préciser aussi l'Amazon Machine Image, donc c'est l'AMI, ce qui représente en fait l'image OS que vous voulez faire tourner sur vos nœuds. Pareil, si vous avez des informations que vous voulez passer en user data, à venir attacher des volumes, mettre des tags, c'est au niveau du node class que vous venez le définir. Et donc, ça semble tout à fait logique que lorsque vous utilisiez un node pool, à un moment dans votre code, vous allez devoir définir un node class. Utilité d'un node class, c'est pour le patching et l'upgrading. Donc, pour ceux qui utilisent Kubernetes, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que tout ce qui est upgrade et patching, c'est un challenge. Et le node class est là pour aider à faire ça. Donc, sur l'exemple que je vous montre ici, on a une version du control plane de EKS, qui est l'outil de Kubernetes d'AWS, version 1.26, et à droite, avec donc 2 ressources, 2 instances qui tournent sur notre Carpenter. Et à droite, on a défini un node class qui est assez générique, dans le sens où j'ai juste défini la famille d'AMI que je veux utiliser, qui est AL2 pour Amazon Linux 2. En fait, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, en fait, pour chaque AMI d'AWS, AWS en fait va stocker quelque part, pour chaque version du control plane de EKS, Amazon va stocker quelque part la version de l'AMI qu'il vaut mieux utiliser pour ce control plane là. C'est stocké dans un outil, un service qui s'appelle AWS System Manager, et AWS System Manager possède en fait un parameter store dans lequel il va stocker ces informations.
Et en fait, Carpenter, lui, va pointer vers ce paramètre store et du coup, il sait pertinemment que pour la version 1.26 du control plane de EKS, il faut utiliser la version 674 de l'AMI. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque Amazon sort une nouvelle version de l'AMI pour faire un patch de sécurité ou autre, vu que Carpenter pointe sur la valeur qui est stockée sur AWS, eh bien, il va savoir que l'AMI qu'il utilise sur ses nœuds n'est plus la bonne et donc il va faire un rolling update sur tous les nœuds qui tournent pour mettre à jour avec la nouvelle version de l'AMI. Et bien sûr, tous les nouveaux nœuds qu'il va déployer utiliseront également la nouvelle AMI. Autre use case que vous connaissez très probablement, c'est tout simplement lorsque vous avez besoin de mettre à jour la version du control plane. Donc typiquement ici, on va passer de la version 1.26 à 1.27. Eh bien, ça va se passer de la même manière. C'est-à-dire que la probabilité que l'image AMI pour 1.27 soit différente de 1.26 est assez élevée. Donc généralement, elle va changer. Et donc, il faudra également faire une modification au niveau des instances. Et Carpenter, lui, va le détecter toujours au niveau du paramètre store. Et il va venir mettre à jour les AMI pour qu'on puisse utiliser celles qui sont la meilleure version pour le 1.27. Donc, les exemples que je vous ai montrés là ne sont pas spécifiques aux AMI par défaut d'AWS. Si vous utilisez vos propres AMI, vos propres images, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, alors, pendant toute la deuxième partie, je vous ai expliqué comment configurer Carpenter, les nodes classes, les nodes pool, les contraintes. Et maintenant, en fait, vous vous demandez peut-être comment est-ce que Carpenter, aujourd'hui, prend en considération toutes ces données-là dont on a besoin pour lancer de nouveaux pods. Et c'est ce dont je vais parler dans la suite. Donc, je reprends l'exemple dont Olivier a parlé au tout début, qui est, j'ai un cluster EKS qui tourne sur lequel j'ai mis Carpenter et j'ai des applications qui tournent, donc j'ai 2 nœuds qui possèdent plusieurs pods. J'ai un nœud qui est un peu plus petit que le deuxième. Et disons que j'ai un pic de charge sur mon application ou tout simplement j'ai besoin de lancer une autre application et j'ai plus de place sur mes nœuds. Et donc la question est comment est-ce que je vais faire pour lancer ces 2 nouveaux pods ? Le processus de déploiement de ces 2 pods, il est basé sur 4 étapes que je vais détailler par la suite. Première, le scheduling, puis le batching, bin packing et le launch. Première étape, donc c'est le scheduling. Cette étape n'est pas gérée par Carpenter. Aujourd'hui, elle est gérée par un outil Kubernetes qui s'appelle KubeScheduler. Et KubeScheduler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder 2 choses. Premièrement, il va regarder la configuration de vos pods. C'est-à-dire qu'il va regarder combien vous avez besoin en CPU, combien vous avez besoin en mémoire, les tolérations, si vous avez des spécificités au niveau de l'architecture comme de la RM64 et des contraintes au niveau de topologie. Il va prendre tout ça en considération. Et ensuite, il va regarder l'existant. Donc, il va regarder ce que vous avez aujourd'hui au niveau de votre cluster, il va regarder les pods qui existent et les nœuds, et il va, à partir de ça, prendre une décision. La première, c'est soit il va décider de déployer les pods parce qu'en fait, on a les ressources nécessaires pour déployer nos pods avec la configuration qui est imposée, ou alors, c'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, on va marquer les pods en attente, en pending. Donc, on arrive à la deuxième étape, qui est le batching. Donc, juste pour rappel, on a donc un certain nombre de pods qui arrivent, qui est en pending, et on pourrait tout simplement se dire pourquoi est-ce que Carpenter il lance pas tout simplement les pods au fur et à mesure qu'ils arrivent. Il a tout simplement à lancer un nœud approprié qui remplit les critères imposés par le pod, et puis tout va bien. Le problème avec ça, c'est que Carpenter il prend en considération l'optimisation des coûts.
Donc ça ne nous permettrait pas de faire de l'optimisation des coûts. Ça ne permettrait pas non plus de faire de l'efficacité en termes de déploiement. Enfin, on n'est pas du tout optimal au niveau des ressources, plein de contraintes. Donc ce qu'on va venir faire, c'est du batching. Le batching, il fonctionne avec un système de fenêtres expansibles que je vais vous détailler avec des exemples. Mais du coup, ce système, il prend en considération 2 paramètres. Le premier, c'est un temps d'inactivité, qui ici est paramétré à 1 seconde. Et le deuxième paramètre, c'est tout simplement une fenêtre maximum de durée, qui est là paramétrée à 10 secondes. Premier exemple. Donc, on a un pod qui arrive, qui est en pending, et ensuite j'ai une activité d'1 seconde. Donc j'ai la création de mon premier batch et je vais le flush, c'est-à-dire que je vais l'envoyer dans le reste du processus. Jusque-là, c'est assez simple. Deuxième exemple. J'ai un pod qui arrive et ensuite j'ai 4 autres pods qui arrivent avant en fait, la fin de ce temps d'inactivité d'1 seconde. Et là, à la fin de ces 4 pods, j'ai effectivement 1 seconde d'inactivité. Donc, j'ai la création du batch et je flush. J'ai un autre pod qui arrive, 1 seconde d'inactivité, création du batch, on flush. Et ensuite, j'ai 4 pods qui arrivent à la suite, sans durée de plus d'1 seconde entre chacun. Mais à la fin, on a quand même 1 seconde, donc on crée notre batch. Autre cas, tout simplement, c'est quand vous avez une succession de pods qui arrivent, qui sont en état pending, et à aucun moment vous avez un temps d'inactivité de 1 seconde. Donc à ce moment-là, on va utiliser le deuxième paramètre de notre fenêtre, qui est taille maximale de 10 secondes, et on va venir, avec ce paramètre, créer les 2 batchs dont on a besoin pour le troisième exemple. Donc, on a des pods qui ont été placés en état pending, qui ont été mis en batch. Maintenant, on arrive enfin à l'étape où on va se dire, d'accord, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Quelle est la solution à notre problème? Et c'est pendant cette étape de bin packing qu'on va répondre à cette question. Donc, juste pour que je vous explique aussi avec un exemple, donc je vais vous garder en tête, on va dire que j'ai 5 pods qui sont en état de pending. Et première étape, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de cet algo de bin packing? Tout simplement, on va faire une découverte des instances. C'est-à-dire qu'on va aller voir, on va faire un appel API à notre fournisseur d'infrastructure. Ici, c'est EC2 pour AWS. Et on va lui demander, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me proposes? Donc, on va récupérer toutes ces informations, la liste des instances. Et ce qu'on va faire après, c'est que tout simplement, on va venir classer ces instances par ordre croissant au niveau du prix. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que Carpenter, il va venir Carpenter va toujours garder en tête le fait qu'il faut faire des économies de coûts. Ensuite vient la partie la plus intéressante. Donc c'est à ce moment-là où on va prendre les contraintes du pod A, les contraintes du pod B, et qu'on va également prendre les contraintes qui sont définies au niveau de notre classe, de nos notes pool, et on va également prendre en considération les contraintes qu'on peut avoir au niveau de notre infrastructure, de notre hardware. Typiquement, on ne peut pas avoir une infinité de volume attaché à nos instances. Donc ça, c'est des facteurs qu'on doit prendre en considération. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une intersection de toutes ces contraintes pour essayer de trouver une solution. Et une fois qu'on a fait les intersections, on va utiliser une stratégie de réutilisation, expansion et création. C'est-à-dire que, disons que j'ai un premier pod qui utilise de l'AMD 64. Donc on va déployer une ressource qui est conforme aux contraintes de ce pod-là. Et on va venir les déployer. Et il se trouve que, en fait, il n'y avait pas d'intersection avec les 4 autres pods et que les autres pods, ils utilisent de l'ARM64. Donc, en fait, on va venir déployer une ressource pour le premier pod ARM64. Puis après, quand le deuxième va arriver, il peut aussi tourner sur ce nœud-là. Donc, on va venir agrandir le nœud et on va agrandir le nœud suffisamment pour qu'il puisse absorber les 4 autres pods. Donc, conclusion, Carpenter va préférer les instances et les nœuds les plus gros plutôt que les plus petits et donc diminuer aussi le nombre de nœuds que vous avez qui tournent.
Et ça pour faire de l'optimisation de coûts et donc en défaveur de l'utilisation des nœuds. Rapidement sur le bin packing, ce qu'il faut, je pense que vous l'avez compris, mais au final c'est un problème qui est très complexe. On va même dire que c'est NP complexe, et donc ce qui veut dire qu'il n'y a jamais de solution optimale à 100% au problème. Et donc, en fait, qui dit solution non optimale, c'est-à-dire qu'on va réitérer le process maintes et maintes fois en se posant les questions de est-ce qu'on devrait prendre en considération toutes les préférences qui nous ont été communiquées, en prenant en considération les contextes qui changent au fur et à mesure du temps, parce que vous connaissez Kubernetes, ça varie, c'est très dynamique, et donc à un instant T, vous pouvez avoir 3 nodes et à l'étape d'après, un seul node. Et donc, on va, à la fin de cette étape, avoir plusieurs solutions. Donc, on arrive à la dernière étape, celle de launch. Donc, on a une vingtaine de solutions à cette étape-là. Et en fait, donc là, concrètement, on va aller voir EC2. On va lui dire, OK, aujourd'hui, j'ai cette solution-là. Est-ce qu'il est possible de la déployer? Est-ce que tu as les instances? Et donc, si l'instance n'est pas disponible, on va avoir un automatique fallback. Ça, c'est vachement pratique quand même. Et donc, on a 2 options. Soit on fait de l'on-demand. Donc, ce qu'on va regarder en priorité, c'est vraiment le prix. On va prendre l'instance qui coûte le moins cher. Et si vous faites du spot, eh bien, on va prendre en considération, bien sûr, le prix, parce que ça reste primordial. Mais on va aussi regarder si l'instance spot a une grande chance d'être interrompue sur le futur proche. Et bien sûr, on ne va pas la prendre si on pense qu'elle va bientôt être reprise par AWS. Conclusion. Carpenter, ça fait du scaling, mais pas que. Je pense que je l'ai répété suffisamment de fois, et Olivier aussi, ça fait de la cost optimisation. Mais ça permet aussi donc d'adapter en fait l'infrastructure et les ressources en fonction vraiment des workloads et du coup de vos besoins applicatifs. Et finalement, ça permet de faire des upgrades et du patching. On regarde pour l'optimisation des coûts? Combien on en est? On est parti à 1638, je crois, au début. Là, donc, il a fait à peu près toutes les consolidations qu'il pouvait. On est descendu à $530 grâce aux optimisations d'architecture, de consolidation et de type d'instance qu'a choisi Carpenter. Donc, c'est pas trop mal en termes d'optimisation de coûts. Bah oui, de 1500 à 530, c'est pas mal. On est bien. Vous avez mis quelques ressources là pour commencer sur Carpenter. Oui. Si tu veux rapidement. Si vous voulez utiliser Carpenter, vous pouvez télécharger l'image publique qui se trouve sur ECR, donc qui est le service d'image de repository AWS. Petit conseil, peut-être très probablement logique, mais ne faites pas tourner Carpenter sur un nœud qui est géré par Carpenter. Non, il peut le tuer. On va éviter. Et voilà, sinon on a des step-by-step guides que vous pouvez utiliser pour notamment faire de la migration de l'autoscaler vers Carpenter. Et vous allez sur le site sinon carpenter.sh ou sur le site du CNCF, de toute façon, vu que c'est un projet qui est hébergé par eux maintenant. Et on arrive à la fin. Merci beaucoup. Vous avez vu, on fait optimiser des coûts. Du coup, on a mis nos IBAN si vous voulez faire un don sur les coûts que vous avez économisés. Non, c'est une blague, faites pas des virements là-dessus, c'est pas les vrais. Voilà, je ne sais pas si on a le temps pour 1 ou 2 questions. On espère que vous avez appris des choses. Et sinon, site web de Carpenter qui est quelque part, carpenter.sh, allez voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.